Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui ici pour cette cérémonie que nous avons voulu intime, empreinte d'émotion. Et certains d'entre vous sont venus de loin, et je les félicite. Il y en a même qui sont encore en train d'arriver. Et je veux notamment remercier le général Hogarth d'être venu de Paris et d'être là parmi nous. Mais je voudrais remercier la municipalité de Toulon, qui est représentée aujourd'hui par Madame Riviera. Je voudrais remercier Monsieur Fernandez. Et la municipalité de Toulon a été remarquable à notre égard. Et à travers vous, Madame, je veux remercier Monsieur le ministre Falco et Madame le député Geneviève Lévy. Ils nous ont fait une place, une belle place, pour ce bureau du Midi que nous voulions depuis longtemps. Le clan a son siège à Paris, vous le savez, son siège, ses bureaux, ses salles de réunion à Paris, mais depuis longtemps, on nous demandait d'avoir une antenne dans le Midi. Et la décision avait été prise depuis déjà un petit moment de créer un bureau du Midi, et le délégué du clan dans le Midi avait déjà été désigné, comme vous le savez, c'est Monsieur François Paz, que je félicite d'ailleurs ici devant vous et que je remercie pour l'action qu'il mène. La municipalité donc a bien voulu accueillir ce bureau du Midi, et c'est pour l'inaugurer que nous sommes là ici aujourd'hui. Nous sommes là pour inaugurer le bureau du Midi, mais pas seulement. Nous sommes là pour inaugurer la salle Jacques Hogarth, parce que c'est là un deuxième remerciement que je veux adresser à la municipalité de Toulon, qui, avec enthousiasme, je dois dire, et une belle unanimité, a accepté que cette salle soit désignée comme salle Jacques Hogarth. Et là, vraiment, je veux vous en remercier très sincèrement. Et c'est donc à la fois l'inauguration du bureau du Midi et l'inauguration de la salle Jacques Hogarth. Et nous, le clan, ici, comme nous le faisons à l'échelon national, nous avons pour fonction, pour raison d'être, des raisons de justice, des raisons de mémoire, et nous voulons aussi faire vivre l'histoire de l'Afrique du Nord et la culture de l'Afrique du Nord. Et comment le faire mieux qu'en attirant l'attention sur des grandes vies de ceux qui ont vécu en Afrique du Nord, et comment faire mieux comprendre notre mémoire que de leur rendre hommage. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous rendons hommage à Jacques Hogarth. Jacques Hogarth a été un soldat, il a été un homme politique de grande stature, il a été un homme de lettres, il a été un combattant de la justice, un homme de cœur. Soldat, après la campagne d'Italie, le 19 août 1944, à la tête de ses tabords, il est parmi les tout premiers à débarquer à Saint-Tropez pour libérer la Provence. Et Toulon sait ce qu'elle doit au capitaine Hogarth. C'est à 2 reprises qu'il est cité, et il sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Homme politique, il y aurait beaucoup à dire. Il sera membre de l'Assemblée constituante, député, sénateur, membre du Conseil économique et social, maire de Bougie, conseiller général d'Agbou, ministre. Ministre, il a été le seul ministre des Affaires musulmanes qu'ait connu la République française. Alors, à une époque où l'on parle beaucoup de questions musulmanes en France, on peut s'étonner
qu'il ait été le seul à occuper cette fonction, à se dédier totalement aux affaires musulmanes. Et Robert Schuman, qui était à l'époque président du Conseil, avait gardé à l'égard de Jacques Ogard une très grande reconnaissance pour l'action qu'il a menée durant la période où il a été ministre des Affaires musulmanes. En tant que ministre, il avait entre autres pris part active à la mise sur pied de l'Assemblée algérienne et à l'élaboration du nouveau statut d'Algérie. Homme de lettres, écrivain, poète, auteur de nombreux ouvrages, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, membre de l'Académie de Languedoc, dont il sera le président. Il est aussi un très grand protecteur des arts. Mais c'est surtout du combattant de la justice, de l'homme de cœur, de l'homme de fidélité que je voudrais vous parler. Né à Agen en 1908, Jacques Ogard a aimé profondément la terre occitane, mais cela n'a pas empêché un immense attachement à l'Afrique du Nord, qu'il a gagné au sortir des geôles espagnoles pour rejoindre l'armée d'Afrique. Jacques Ogard, toute sa vie, est un constructeur. Il regarde toujours devant lui, mais il le fait dans un esprit d'attention au passé, de respect du passé, dans la fidélité. Et ça, c'est une des grandes lignes de sa vie. Dans le respect de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui l'ont accompagné, et avant tout de ses chers Tabors. Ces Tabors marocains avec qui il est entré dans Rome, avec qui il a combattu en Provence, en Alsace, en Allemagne et jusqu'à Berchtesgaden. Lui, leur officier, leur protecteur, il leur a été fidèle totalement, leur consacrant des ouvrages dont on tira un film. Spahi, la longue route des Tabors. Fidélité au Maroc, à l'Algérie, à cette Algérie qu'il a si bien servi, comme l'ont fait d'ailleurs, avant lui, son père et son grand-père, tous deux médecins militaires, tous deux généraux. Fidélité à sa chère ville de Bougie, qu'il avait adoptée et on avait fait son édile. Cette fidélité, il l'a manifestée jusqu'au bout et j'en suis témoin. Que de Bougiotes ont eu la chance de l'avoir comme mère, de l'avoir, je dirais, comme protecteur. Il a œuvré pour eux, œuvré pour eux inlassablement, permettant un développement économique étonnant de la ville. Il a notamment obtenu que l'oléoduc Tassimé Saoud arrivât dans son port, menant par ailleurs une action sociale et culturelle remarquable et portant une attention telle aux questions d'éducation que Bougie a connu le taux de scolarisation le plus élevé de toute l'Afrique du Nord. Il a œuvré pour les Bougiotes, mais aussi pour tous les Français d'Algérie, pour tous les Algériens. Ces Algériens qu'il n'a jamais abandonnés. Dès octobre 1962, il fondait France-Afrique. Un peu plus tard, c'était le clan, dans les locaux duquel vous vous trouvez aujourd'hui. Il se faisait un devoir impérieux d'accompagner les rapatriés d'Afrique du Nord dans l'adversité, dans toutes les heures, et d'agir pour que justice leur soit rendue. Car, homme de fidélité, homme de devoir, Jacques Ogard a aussi été un homme épris de justice, qui, jusqu'à son dernier souffle, a cherché à faire entendre les légitimes attentes des exilés et à apaiser leur douleur. De 1962 à 2006, il n'y a pas une loi, pas un texte réglementaire les concernant qui n'ait porté la marque de Jacques Ogard quand il n'a pas été directement inspiré par lui.
ce qui ne l'a pas empêché de gérer aussi quantité de questions personnelles. Durant toute sa vie, d'après l'Exode, les Français d'Algérie ont su, à titre individuel, qu'ils pouvaient s'adresser à lui, et ils l'ont toujours trouvé. Et avec quel dévouement. Il a aidé, il a servi inlassablement, oubliant totalement de penser à lui-même, avec cette grandeur d'âme qui distingue les élus. Lorsque l'on sait les actions qu'il n'a jamais cessé de mener, actions qu'il a entreprises avec tant d'abnégation, sans jamais se décourager, on s'étonne qu'il ait pu aussi écrire autant qu'il l'a fait, construire une œuvre, avoir une action dans le domaine artistique. Je me garderai bien ici, ce n'est pas le lieu d'esquisser une liste de ses ouvrages, mais je voudrais simplement mentionner Millière. Millière, une œuvre poétique qui lui a valu un prix de l'Académie française et qui est dédiée à ceux qui ont ouvert la route de Rome. Dans ce recueil, chaque borne de l'épopée de ses Tabors pour libérer la France, il l'a marqué d'un poème. Et sur plusieurs de ces millières figure le nom d'un de ses camarades tombés au combat. La somme de ses écrits, à la fois l'acuité de sa sensibilité, la profondeur de sa réflexion et l'immensité de sa culture sont révélés dans ces textes. En fait, les mots manquent pour définir une existence aussi riche, vécue avec autant d'intensité, dans laquelle même le sport a trouvé sa place. Car il avait une passion pour le football, qu'il a pratiqué avec beaucoup de bonheur et qu'il a amené à exercer de hautes fonctions dans les instances nationales. En somme, une vie accomplie pleinement avec la sérénité de celui que la médiocrité a toujours épargné. Je me souviens de l'embarras de l'un de nos confrères qui, le recevant à l'Académie des sciences d'outre-mer, se lamentait de ne pouvoir trouver de défaut en lui. Il fallait bien en trouver, mais il n'arrivait pas à en trouver. Oui, bien sûr. Parce que la vie de Jacques Hogarth a été une longue ligne droite. Parce qu'il a été un être d'exception. Être d'exception car il a toujours agi selon ses idées, n'a jamais renoncé à combattre pour elles, et n'a jamais hésité non plus, vertu suprême, à se battre pour les idées de ses amis. Homme d'exception aussi, car le combattant exemplaire qu'il a été a su renoncer à certaines victoires pour ne pas avoir à utiliser des armes qu'il jugeait indignes, faisant sienne cette pensée de Camus. Il s'agit de servir la dignité de l'homme par des moyens qui restent dignes au milieu d'une histoire qui ne l'est pas. Et Dieu sait si dans certaines périodes de sa vie, cela a été coûteux pour lui. Quelle force morale il lui a fallu pour suivre la ligne droite de la dignité. Homme d'exception encore, car bien qu'il fût un homme de raison, de justice, de mesure, il fut aussi capable de démesure. De démesure au sens que lui donne saint Augustin quand il écrit « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Et c'est bien le souffle de Dieu qui le porta à aimer les autres, tous les autres. La plaque que nous allons maintenant dévoiler
est un hommage à Jacques Hogarth, mais elle a aussi pour fonction d'attirer l'attention des générations présentes et, je l'espère, de celles qui vont suivre sur une grande vie. Une grande vie, celle d'un homme qui a beaucoup donné pour les rapatriés d'outre-mer, pour la terre algérienne et pour son pays, la France. Je vous remercie. Oui. Un petit instant de silence à la mémoire de Jacques Hogarth.